Je suis archéologue bénévole et je dirige une équipe de bénévoles, d'archéologues bénévoles également, avec l'association Kreps Ikushka. Ici, nous sommes dans une zone que nous avons bien étudiée, aussi bien au niveau des voies anciennes que de l'historique, et on suppose qu'à cet endroit-là s'est déroulée la bataille de Roncevaux. Ce n'est qu'une hypothèse de plus peut-être, mais il y a quand même des faits qui nous paraissent très vraisemblables. Le premier fait, c'est que nous avons trouvé une miniature médiévale du XVe siècle, dessinée par un prêtre qui s'appelle Jean Fouquet, et qui représente un rocher que nous connaissons très bien. C'est le rocher d'Ourdanas-Bourou, dit de Serre Coupée. Et sur cette miniature, il y figure au pied du rocher Roland mort. Donc ça veut dire au moins deux choses. Un, que Fouquet est passé par là quand il a fait son pèlerinage de Compostelle, et il a la réputation, quand on lit sa biographie, il a la réputation de ne dessiner que ce qu'il voit. Donc on peut estimer que le rocher qu'il nous montre dans sa miniature, c'est le rocher qu'il a vu. Et quand on connaît le rocher de Ourdanas-Bourou, l'erreur n'est pas possible. C'est le seul rocher de cette forme dans toute la région. On retrouve sur cette miniature la forme du rocher, mais également un bouquet d'arbres plantés de façon circulaire au sommet de ce rocher. Or, sur le rocher d'Ourdanas-Bourou existe un grand cercle de pierre, une muraille de pierre circulaire, et on peut supposer qu'à une certaine époque, au XVe siècle, il y avait un bouquet d'arbres qui suivait le cercle de pierre. C'est un ancien gastelou qui remonte à l'âge des métaux, et donc vraisemblablement, comme sur certains enclos en Pays Basque, ils avaient dû planter des arbres pour faire de l'ombre. Donc on retrouve des éléments comme ça qui nous font penser, qui nous emmènent sur cette voie qu'on pense être le rocher d'Ourdanas-Bourou, et donc peut-être que soit c'est une légende, soit c'est un reflet de la réalité. Il est vraisemblable que la bataille de Roncevaux ait eu lieu ici, à Pécaud et Lourcharot. Une fois qu'on a commencé à être sûr de la nature du rocher, de son identification, on a commencé à chercher autour de ce rocher où pouvait se monter une embuscade meurtrière. Et effectivement, pas très loin du rocher, à quelques centaines de mètres, on a trouvé un canyon qui est traversé par une voie, cette voie d'hiver qui emmène de Saint-Michel jusqu'à Orbaïseta. Et évidemment, ce canyon, qui est fermé par un mur d'ailleurs, alors le mur est en ruine aujourd'hui, est une véritable trappe, une véritable souricière. Il suffit de forcer des gens à passer dedans pour ensuite les estourbir, les oxyre. Ce qu'on pense, c'est que le 15 août 778, l'arrière-garde a pris le chemin d'hiver et non pas la voie romaine, est descendu par le chemin d'hiver, col d'Arnostegui, Olashkoa, pour se diriger vers Pécaud et Lourcharot. Là, ils arrivent devant la gorge, ils essayent de remonter sur le flanc pour passer le col d'Idoy, en suivant le chemin, et là, des hommes armés les bloquent et les empêchent de basculer de l'autre côté. Mais par contre, les font descendre dans le canyon, en leur jetant des rochers, en leur envoyant des flèches, des volées de flèches ou des javelures. Et donc, ils arrivent à peut-être
peu de personnes, a bloqué l'arrière-garde qui devait faire 1 millier d'hommes, pas plus. Et ensuite, cette arrière-garde tombe dans cette trappe, est bloquée par le mur, où vraisemblablement il y a d'autres assaillants derrière qui les attendent, et des assaillants qui descendent derrière Olashkoa, c'est-à-dire à Sinahatsu, pour leur bloquer toute retraite, et ils sont massacrés jusqu'au dernier. Alors il est vraisemblable qu'un petit groupe de soldats, dont Roland, ait pu sortir de ce canyon et aller se réfugier du côté du rocher de Sercoupé ou d'Ordanasbourou, et qu'il soit mort là, à ce niveau-là. Bon, ça, on n'a pas de matériel archéologique qui nous permette de compléter cette histoire. Mais disons que sur le plan géographique, sur le plan physique, grâce à cette miniature, on a un endroit qui pourrait très bien correspondre au lieu de la bataille de Roncevaux. Alors ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Il existe d'autres hypothèses. L'hypothèse de la bataille dans le Val Carlos, donc le Val de Charles, l'hypothèse de la bataille du côté de l'Épauder, au-dessus du col d'Ibagneta. Bon, et toutes se tiennent, mais aucune, à part dans le Val Carlos où il y a un passage très étroit avec des murailles assez hautes qui pourraient permettre une embuscade sévère, il n'y en a aucune entre Vélaté et le port de Larot où on pourrait mener une embuscade victorieuse contre une armée franque qui est équipée à la romaine. L'arrière-garde de Charlemagne, ça, nous on ne sait pas trop, puisque il y a des témoignages contradictoires. Certains disent que ce sont les Basques seuls, les Vascons qui étaient là. Bon. D'autres disent que ce sont les Basques alliés à une bande de Sarrasins, ce qui est possible aussi. Ce qui est vraisemblable, c'est que ce ne sont pas les Sarrasins tout seuls. Les Sarrasins ne connaissent pas la région, donc il y a peu de chances qu'ils connaissent l'endroit où monter une embuscade avec une certitude de victoire. Mais il est probable que ce soit Basques et Sarrasins alliés ensemble pour attaquer une colonne et la piller. Ça, c'est très possible. Mais les Vascons, ça c'est sûr qu'ils étaient là. Ils connaissent le coin, il n'y a aucun problème. Ils font paître leurs brebis, leurs troupeaux ici. Ils connaissent très très bien la zone. Et en plus, il y a cette voie d'hiver qui passe de Saint-Michel-Orbaï-Seta, donc qui est prise dans un sens, dans un autre, toute l'année ou quasiment toute l'année. Donc voilà, les gens connaissent très bien la région et savent très bien où ils peuvent arrêter une colonne de soldats. Les Sarrasins, s'ils ont participé à cette attaque, c'était une question d'otages. Ils ont essayé de récupérer leurs otages et ils ont dû le faire. Et les Basques, c'est une histoire de pillage. Vengeance peut-être, parce que une armée qui se déplace, on voit ça dans toutes les guerres. Elle incendie des villages, elle viole des femmes, elle tue des enfants, elle tue des hommes, elle en pend quelques-uns. Bon, elle brûle et elle mange les troupeaux. Il faut nourrir une armée, il faut la nourrir, donc ils vivent sur la bête là. Donc peut-être que les Vascons ont subi ça et qu'ils ont voulu se venger. La légende dit, ou l'histoire quelquefois, mais c'est très délétère, très tenu, que Pampelune aurait été pillée. Donc il est possible que les Vascons
ait voulu récupérer ce qui a été pillé à Pampelune. Mais moi, je n'y crois pas, parce que le butin, il ne voyage pas dans l'arrière-garde. Une arrière-garde, c'est fait pour contrer les attaques du gros de l'armée. Charlemagne, il ne devait pas être très loin du butin, au milieu de l'armée, et là, c'est inattaquable. C'est une enquête policière parce qu'il a fallu évidemment aller dans les archives, voir remonter au biographe de Charlemagne pour voir ce qu'ils ont réellement dit. Parce qu'après, il y a des tas de gens qui ont écrit et puis ils ont ramené ça comme s'ils avaient vécu le moment. Donc la machine à remonter dans le temps n'existe pas encore. Nous, l'enquête, elle s'est bornée aux documents proches de Charlemagne, c'est-à-dire les quelques biographes de son époque ou qui lui ont succédé à quelques dizaines d'années près, et ensuite essayer de retrouver les endroits physiques où ça aurait pu se passer. Le monde de l'archéologie, c'est une petite société où on va retrouver un peu tous les caractères. Hein. Donc il y en a qui vont dire, bon, une hypothèse de plus. Il y en a qui rigolent. Bon, mais c'est normal. C'est une bataille qui est devenue mythique, on va dire. Et d'autres vont dire, bon, ben, ils ont raison de travailler dans ce sens-là. Il y a peut-être une chance que ce soit là.